comme je le disais, pour le meilleur ou pour le pire, vous allez donc, on va voir 2 fois dans la semaine. Une première fois pour la Teshuvah le lundi, où on essaiera de parler de Torah. Et la deuxième fois le dimanche, où a priori, on n'est pas censé parler de Torah, bien que quand on parle d'histoire juive, ça va avec la Torah, donc forcément, on parlera quand même Torah un petit peu. Mais l'objectif du cours du dimanche, c'est surtout d'avoir un cours d'histoire. L'objectif étant que cette année, on arrive à combler toute l'histoire juive. Je suis très présomptueux, parce que combler toute l'histoire juive, je ne sais pas à partir de quand on va commencer, peut-être même avec Adam Arijon, jusqu'à vous, à peu près 5000 ans d'histoire, il va falloir qu'on essaye de voir de quoi il s'agit. On va essayer de ne pas tomber dans l'erreur, on va dire c'était une erreur tout à fait volontaire, dans l'erreur des années 50 du tout nouveau État d'Israël. C'était quoi l'erreur du tout nouveau État d'Israël? Mais c'était volontaire, je le précise. C'était de passer du Tanakh au Palmar. Vous savez ce que c'est que le Tanakh? Oui. Ouais, le Tanakh, c'est bon, c'est un mot qui est connu. La Bible. La Bible, the Bible. Et le Palmar, vous savez ce que c'est le Palmar? Oui. Non? Alors le Palmar, alors ceux qui savent, il y a fait mode. Le Palmar, c'était l'unité genre, le commando d'élite, les meilleurs soldats de la Haganah avant la création de l'État d'Israël. Tous ceux qui, au final, vont devenir les dirigeants de Tsahal, les premiers dirigeants de Tsahal, c'était les combattants du Palmar. D'accord? Maintenant, l'État d'Israël, lorsqu'il s'est créé, il voulait se rattacher à des mythes fondateurs, pour justement puiser toute sa force dans ces mythologies-là. Et donc, l'histoire juive passait du Tanakh au Palmar. C'est-à-dire, le Tanakh se termine avec l'expulsion du peuple juif en exil, d'accord? Il y a de cela 2500 ans, et on sautait toute la période de l'exil pour revenir aux années du Palmar. En vérité, c'était pas vrai, on revenait comme vous avez commencé avec Herzl et le renouveau sioniste. Mais c'était genre, on fait un trou de 2000 ans dans l'histoire, on n'en parle pas, parce que c'était un peuple juif un petit peu, avec le gros nez, là, la tête qui... Alors non, on va pas faire ça, parce que je pense que cette période de l'exil, bien qu'elle soit très douloureuse, elle a été extrêmement bénéfique, elle nous a appris énormément de choses. Quand je dis bénéfique, je dis pas les khatrila. On aurait préféré ne pas aller en exil, c'est évident. Mais une fois qu'on y a été, ça a apporté énormément au peuple juif, on va essayer de voir ça. Alors non pas forcément au travers de Dmouyot, comme vous faites avec El Yosef, mais on parlera quand même de personnages très importants, qui sont des personnages clés dans les tournants historiques du peuple juif. D'accord? Ça va? Non, je te vois froncer des yeux, c'est soit t'es fatigué, soit je suis pas clair du tout. Là, j'ai mal aux lentilles. D'accord, faut des lunettes. J'ai mal aux lentilles. J'ai mal aux lentilles. C'est-à-dire les lentilles t'ont dit... Top. Alors, le cours d'aujourd'hui va être un cours d'introduction à l'histoire juive. De la même façon que la semaine dernière, on avait fait une introduction à la Teshuvah. On avait dit qu'il faut du cœur pour pouvoir commencer à parler de Teshuvah. Là, on va commencer à parler d'histoire juive, mais il nous faut une introduction. Je ne vais pas commencer tout de suite à vous balancer des feuilles, parce que, elles n'ont pas encore été photocopiées, donc vous ne pouvez pas les savoir. Je ne vais pas vous donner non plus une grosse frise chronologique de, voilà, il y a plein de noms, il y a plein de dates, et puis débrouillez-vous. C'est pas le but du jeu. D'abord, on va essayer de mettre les choses en ordre. Une fois qu'on aura des idées claires sur ce que ça veut dire, l'histoire et l'histoire juive en particulier, alors on pourra rentrer dans le vif du sujet et commencer à voir. Ça va être un cours, je vous le préviens tout de suite, c'est pas un cours où vous allez ressortir avec des grandes, je sais pas, des vortim, des bons divrei Torah que vous pourrez dire Shabbat. Mais le but du jeu, c'est qu'on sache qui on est, où on est, comment on est. Je citerai simplement en début de cours une phrase d'un monsieur qui s'appelait Yigal Allon, qui était un des membres du Palmar, un des fondateurs, qui a dit une phrase très très vraie, et je vous invite à bien la prendre par cœur. Elle est tellement vraie, tellement vraie, tellement vraie. Il disait: un peuple qui ne connaît pas son passé, un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Il n'y a rien de plus vrai que cela. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Je vous ai cité Yigal Allon, j'aurais pu vous citer qui d'autre? La Mishnah. J'aurais pu vous citer la Mishnah dans Pirkei Avot, qui dit exactement la même chose. J'aurais pu vous citer la Mishnah qui nous dit Da me'ain bata ou le'anata oler. Sache d'où tu viens et où tu vas. Velifnemi ata atid litendid vecheshbon, et devant qui tu vas te retrouver pour rendre des comptes. J'aurais pu donner la Mishnah, mais dans la mesure où nous on va aller dans l'histoire des personnages du peuple juif, eh bien, j'ai préféré vous citer ici Yigal Allon. Pourquoi? Parce que la Mishnah, on va la citer à l'yamin vers le small, on va la citer énormément pendant tous nos shiurim. Mais ça a l'air,
Donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'histoire juive. Et qu'est-ce que c'est pas l'histoire juive? Eh bien, je ne sais pas si vous avez été, si vous avez été pour la plupart en France, je ne sais pas comment c'est dans le système canadien, mais en France, quand on parle de l'histoire vue par les chrétiens, il y a deux histoires. Il y a les cours d'histoire qu'on va apprendre. Quelqu'un a déjà été dans une école catholique? Ouais. Alors tu me dis si je me trompe. Il y a l'histoire, genre, je sais pas, Napoléon, Charlemagne, les guerres, l'histoire. Mais il y a également une autre partie de l'histoire qui est parallèle à cette histoire, qui est Holy Story, l'histoire sainte. Et on va te parler en filigrane de l'autre côté, en parallèle de Napoléon, en parallèle de... Voilà, on va te dire les croisades c'est autre chose. On parle d'un certain fil historique comme étant ce qu'on appelle l'histoire sainte. Et donc de là, on veut se rattacher à tout ce qui va être vecteur de sainteté chez les chrétiens. Pourquoi est-ce que je dis que ça c'est un problème? Eh bien parce que de la même façon qu'il n'y a pas d'histoire sainte, il n'y a pas non plus de terre sainte, et il n'y a pas non plus de... et ainsi de suite. Vous connaissez le terme de Holy Land? C'est quoi Holy Land? La terre sainte. Comment on dit en hébreu? Kodesh. Eretz HaKodesh. Vous avez entendu parler de ces noms, de ces formules qui disent Lashon HaKodesh, Eretz HaKodesh. Ken, vous connaissez? Qu'est-ce que ça veut dire Lashon HaKodesh? La bonne parole, la parole sainte. La parole sainte, la langue sainte. On parle de quelle langue? Hébreu. De l'hébreu. Azia fait Kol ze lo nachon. D'accord? Nachon. Kol ze lo nachon. Car Lashon HaKodesh, ça ne veut pas dire la langue sainte. Lashon HaKodesh, ça ne veut pas dire la langue sainte, parce que si on avait voulu dire la langue sainte, non, disons que Lashon ça veut dire langue, mais si on avait voulu dire la langue sainte, on aurait dit Lashon HaKadosh. D'accord? Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue du saint. De la même façon, Eretz HaKdosha, c'est la terre sainte. Mais le terme n'est pas celui-là qui est employé, c'est le terme de Eretz HaKodesh, qui veut dire la terre du saint. C'est qui le saint? Par excellence, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on parle de Eretz HaKodesh, on ne parle pas d'une terre magique sainte, on parle de la terre de Dieu. Donc ça veut dire quoi? De la même façon, quand on parle de Historia HaKodesh, l'histoire sainte, eh bien non, on parle à ce moment-là de l'histoire du saint. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout faire de différence, Miprinati, on ne fera absolument aucune différence entre par exemple les événements des guerres napoléoniennes et le rabbi de Chabad qui était au même moment. Pour moi, c'est la même histoire, dans la mesure où il y a un truc qu'il va falloir corriger dès maintenant. Alors tout de suite, que les choses soient claires, il y a un drame qui a été causé, un crime contre l'humanité qui a été fait, en fait un crime contre Dieu, qui a été fait par l'exil. C'est qu'on a donné à Dieu un métier qui n'est pas le sien. C'est quoi le métier de Dieu? Si tu demandes à quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, qui est imprégné de culture Chutzlink, d'ailleurs c'est pas seulement chez les juifs, mais si on devait vous demander, Dieu c'est le grand rabbin du monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse Dieu quand on parle à un juif en Chutz La'aretz? Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Shabbat, Kashrut, Nida, voilà, ce genre de choses saintes. Qu'est-ce qui est à l'extérieur du domaine de Dieu, qui est profane? Je sais pas, les mathématiques, la politique, le sport, ça c'est pas Dieu. Malasot, que nous on dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad, pas dans le sens il y en a qu'un, il y en a pas d'autre. Et là Echad, dans le sens il est un, donc il englobe tout. Donc Dieu c'est pas seulement le grand rabbin du monde, et ce qui l'intéresse c'est que les choses du rabbinat. Et là Dieu, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Adon Olam, Boré Olam, c'est le créateur, c'est le maître du monde. Donc ça veut dire que tous les domaines de l'univers l'intéressent, y compris la politique, le sport, l'esthétique, tout. Tout rentre dans l'économie sainte si on veut. Pourquoi? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu tout l'intéresse. Y compris donc, et c'est tout ça pour vous dire quoi? Que y compris l'histoire. L'histoire, et particulièrement celle du peuple juif, intéresse Dieu au plus haut point. D'accord? Ça va. Donc il faut savoir de quelle histoire on parle. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un cours d'introduction, c'est pas un cours technique d'histoire, mais puisqu'on parle d'histoire depuis déjà 5-10 minutes, j'aimerais comprendre. Une chiffonne cette histoire d'histoire. Ça commence quand cette histoire d'histoire?
Oui, c'est vrai, c'est un petit problème. Parce que, je vais vous dire, je me confesse devant vous, devant la caméra bien évidemment. Comment vous dire, en 1994, Etratota et Nimaskir Ayom, j'avais à ce moment-là 9 ans. Et en 1994, eh bien, un film a changé ma vie. Oui, madame, ce n'était pas la liste de Schindler qui est sortie la même année. Mais... Non, j'ai bien la liste de Schindler. Oui, Nachon, mais ça je l'ai vu plus tard. Si. Non, c'est pas E.T. Non, mais c'est le même réalisateur. Et oui, car en 1994 sortait Jurassic Park. Non, pas non, je vois, Titanic et l'eau. Titanic. Oui, c'est pas sûr. Non, Jurassic Park, les amis. Jurassic Park. Et en tant que fan des dinosaures, c'est un film qui m'a chamboulé. J'ai voulu aller au Costa Rica le lendemain. Évidemment, ça s'est pas passé. Mais quoi qu'il en soit, je suis sorti de ce film en me disant, bah voilà, forcément les dinosaures, c'est vrai. Bon, alors la vérité, je savais qu'il y avait un rabbin dans ma ville, le Rav Bamberger Zatzal, et pour lui les dinosaures c'était des bêtises. Je le savais, hein. Je savais qu'il pensait que c'était des bêtises. Il avait une beubare comme ça, et c'était un vrai rabbin à l'ancienne. Et pour lui, rien à voir. Les dinosaures, c'est une invention. D'ailleurs, le monde il a 5775 ans et puis point barre. Alors que c'est que ces millions d'années, bah, c'est des bêtises de scientifiques qui connaissent rien à la Torah. Top. Je vous avoue que ça m'amusait plus ou moins parce que à cette époque-là, j'avais 9 ans et s'il y avait bien un truc qui m'intéressait pas, c'était la Torah. Donc je m'en fichais complètement de savoir que les rabbins ils sont pas d'accord. D'ailleurs pour moi, bah, les rabbins ils sont pas d'accord parce que c'est des vieux avec des grandes barbes, ils connaissent rien. Bon, ils sont archaïques. Ils prennent pas la voiture le Shabbat. Franchement. Alors ça ne me dérangeait pas. Bon, d'un autre côté, comme j'étais quand même un petit peu lié au judaïsme, mon oncle était un autre rabbin de la ville. Alors bon, c'était aussi un rabbin, bon il avait une petite barbe, mais c'était quand même un rabbin. Et lui par contre, il aimait beaucoup les dinosaures. Alors, je me dis, attends, bah, au moins moi voilà. Parce que mon oncle a une plus petite barbe, quand on a une plus petite barbe, on comprend que les dinosaures c'est vrai. Plus on a une barbe longue, moins on y comprend. Plus on a une petite barbe, mieux c'est. Top. Je vous avoue que ça va pas plus travailler que ça. Je savais qu'il y avait un bon rabbin et un mauvais rabbin, il y avait un vieux rabbin et un jeune rabbin, voilà, ça m'arrangeait. Bon, le problème, c'est que j'ai grandi, ma passion pour les dinosaures n'en s'est pas trouvée amoindrie, je l'ai passée à mon fils, mais j'ai grandi, je suis arrivé en Israël, et en Israël, j'ai essayé de faire tchouva. À ce moment-là, ça m'a posé un gros problème. Parce que pitom, ce que pensent les rabbins, ça m'intéressait. Et tout d'un coup, je me suis rappelé de mon Rav Bamberger Zatzal, qui pensait que c'est des bêtises, les dinosaures. Et d'un autre côté, je savais que mon oncle, qui était rabbin, eh ben lui, il aime les dinosaures. Et il pense que c'est vrai que ça existait. Alors je dis, comment on va s'arranger avec ça? Alors j'ai commencé à chercher. Je dis, c'est quand même pas possible. Mon oncle, c'est vrai qu'avant d'être rabbin, il était vétérinaire. Alors il a un petit penchant pour les animaux. Bon, d'accord. Mais c'est juste pour ça? Eh bien non. Il se trouve que non seulement il y avait une marloquette entre les rabbinés Metz, entre les rabbins de Metz, mais en fait cette marloquette était déjà une marloquette entre beaucoup de rabbins. C'était une marloquette entre par exemple le rabbi de Lubavitch, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Vous avez entendu parler du rabbi de Lubavitch? Oui, non? Le rabbi. Ouais, le rabbi quoi. Le rabbi quoi, bah, je sais pas. Si je dis le rabbi, peut-être les gens ils vont dire quel? Il y en a Lequel pas eu plusieurs de rabbi de Lubavitch? Si, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 7. Donc, Le dernier, lequel? je parle du dernier. D'accord. Celui qui est connu genre le rabbi de Lubavitch. Avec Ça un dollar. Avec le dollar, voilà. Avec la main et le bébé. Ouais, si tu veux. Faudra un jour qu'on me prouve cette histoire, mais genre il y a une photo où il fait coucou et dans sa main tu peux voir un bébé. J'ai jamais compris. Déjà je sais pas si c'est vrai, je pense pas, mais Nagid que c'est vrai, j'ai jamais compris. Et alors? Qu'est-ce que ça? Ok, il y a un bébé, mais. Non, parce qu'on disait qu'il avait quand même une âme d'enfant, enfin il avait un sourire d'enfant. Donc de ça. Ça fait très Harry Potter. Hein. De ça, le sourire s'est transposé dans sa main. Je préfère dire que le photographe a fait un très beau coup de pub. Bon, venez, on fait pas, on ne plaisante pas sur un des plus grands rabbins qu'on ait jamais eu dans l'histoire. Le rabbi Lubavitch, pour faire simple, lui était complètement contre les dinosaures. Et on parle pas d'un rabbin qui vit il y a 400 000 ans, on parle d'un rabbin qui meurt dans les années 90, qui connaît les dinosaures, il y a déjà eu, et on parle surtout d'un rabbin qui est pas étranger à la science. C'est quand même quelqu'un qui avait 7 doctorats. Donc c'est pas un petit joueur. Pas en science, j'avoue, mais quand même, je veux dire, il a étudié à la Sorbonne, c'est pas quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Oui, il a étudié à la Sorbonne.
C'était avant qu'il devienne le Rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te choque? Ouais. Qu'est-ce qui te choque? Qu'il a étudié à la Sorbonne ou qu'il avait des doctorats? Il avait des doctorats, mais je savais pas qu'il avait des doctorats, qu'il parlait français par exemple. Il parlait français couramment. Il parlait mieux yiddish, mais il parlait français. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a plein de rabbins qui étudient. Hein. Oui, non. Ça. D'ailleurs, puisqu'on en parle, eh bien de l'autre côté, alors lui il dit les dinosaures, nine. Le monde il a 5775 ans, et alors comment il explique les ossements de dinosaures? Parce qu'on en a trouvé. Il dit, Vifran la emuna. C'est un test pour ta foi. C'est-à-dire Dieu il a foutu des ossements comme ça, mais c'est là, ça ne prouve rien. Ça veut pas dire qu'il y avait des grosses bestioles. Test pour ta foi. Il y en a qui ont voulu expliquer le Rabbi de Lubavitch en disant qu'il parlait pas de ça, il disait qu'il y avait peut-être des dinosaures mais dans des mondes antérieurs. C'est blanc bonnet blanc. Ok, dans notre monde, il n'y avait pas de dinosaures donc tu expliques comment les ossements qui sont dans notre monde. Ça d'accord. Pardon? C'est des restes. Alors il te dit, c'est pas des restes. Dieu il fait ce qu'il veut. Dieu quand il crée le monde, il le crée comme il veut. Il peut bien le créer avec des ossements dans la terre. Ça veut pas forcément dire qu'il y avait des dinosaures. Alors qu'est-ce qu'on fait de la datation au carbone 14? Parce que tous ces ossements ils ont été datés. Comment est-ce que j'en sais? Je sais qu'ils viennent de 65 millions d'années. Ils ont été datés. Alors il dit mais le carbone 14, le problème c'est qu'à cause du Maboul, toutes les références ont été embrouillées. Donc tu peux pas avoir une véritable datation. Qu'est-ce qu'on fait de la datation par couche et par strate géologique? Il n'a pas répondu à ça. Mais bon c'est pas grave. Zéro méchant. Quoi qu'il en soit, selon lui, c'est un test. Il n'y a pas de dinosaures. Putain, Malasot. Rabbi de Lubavitch, c'est un édifice. Donc je me dis, peut-être que finalement celui qui a raison, c'était le rabbin à la grande barbe. C'est le rabbi qui a raison. À Mama, il y a d'autres rabbins. Par exemple, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Alors, pour le coup, si on parle de doctorat, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a inventé la notion de ce qu'on appelle docteur rabbinaire. C'est-à-dire que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il comprend face à l'assimilation, alors on en reparlera quand on arrivera à cette période-là dans mon histoire, mais il comprend que par autoritaire, face à la scala, face à l'émancipation, il y a deux façons de réagir. Il y a la fermeture sur soi en ghetto, et il y a l'ouverture dans l'assimilation complète. Il dit l'un dans l'autre ça va pas marcher, parce que l'assimilation complète, c'est à l'époque malheureusement ça veut dire tu sors complètement de la Torah, et l'enfermement en ghetto, ça marche que pour les vieux. Les jeunes ils veulent plus subir cet enfermement. Donc il dit comment est-ce qu'on va gérer la situation? Eh bien on va créer la notion de docteur rabbinaire. Tous mes élèves qui deviendront rabbins, ils doivent d'abord être docteurs, ou après, mais ils doivent être docteurs et rabbins, pour dire qu'on peut être dans la Torah et également être dans le monde allemand occidental. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il vient sur le chapitre des dinosaures, en l'occurrence dans le 4e jour de la création dans le Sefer Bereshit, il dit Vaivra Tanini Magedolim, les grands lézards, il dit c'est les dinosaures. Et c'est pas le seul. Par exemple, un autre rabbin extrêmement puissant qui s'appelle le Malbim, lui également en Allemagne, pareil à Königsberg, il dit c'est les dinosaures. Et ils savent, à l'époque, on est déjà en train de déterrer des ossements de dinosaures, on sait de quoi on parle, ils disent c'est des dinosaures netto. Alors pourquoi je vous parle de dinosaures là, mes amis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'ai un problème parce que j'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de faire ce que les rabbins, de voir ce que les rabbins ils disent, et j'ai une marloquette. J'ai des rabbins qui me disent que les dinosaures ça a existé, et des rabbins qui me disent que les dinosaures ça n'a pas existé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous prend la tête avec les dinosaures? C'est pas parce que lui, il était fan de Jurassic Park que nous on est obligé de faire un cours 1 heure sur Jurassic Park. Mais en vérité c'est que cette question-là, c'est quoi? C'est la question de savoir quel âge a le monde. Vu que notre cours c'est un cours d'histoire, je vous ai demandé à partir de quand ça commence cette histoire d'histoire. Je vous pose la question. Quel âge il a le monde? L'histoire du monde ou l'histoire des hommes? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. D'abord, on va essayer de répondre ensemble à c'est quoi l'âge du monde. En fait, on va essayer de mettre d'accord les rabbins. D'accord? Qui a raison? Le Malbim, le Rachel Hirsch ou le Rabbi Lubavitch? Oui? En fait, c'est pas pour avoir une réponse directe. Dis-moi. Et du coup, si on suit Rachel Hirsch et le Malbim, est-ce qu'on considère du coup que les dinosaures ont été au même moment que les hommes, puisque... Ah non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que pour eux... Regarde, pour eux... Ça c'est une très bonne question, on y reviendra dans 2 secondes. Mais pour eux, ils te disent qu'a priori c'est le 4e jour. Bon, ils voient bien qu'il n'y a pas d'hommes, qu'il n'y a plus de dinosaures actuellement. Et d'ailleurs, chez les scientifiques, ils te disent pas qu'il y a une corrélation et il y a une temporalité interne entre les dinosaures et les hommes. Non. Ça, mais on dit qu'il y a eu des dinosaures. Mais en fait, la shéla, c'est de savoir quel âge a le monde. C'est ça la vraie shéla. Est-ce que le monde il a 5775 ans?
Comme on dit d'ailleurs dans toutes les choupotes, on dit le Besheni Benjamin. Et là on dit Shnat Ramesh Talafim Shvamod Shivim Vechamesh Shana Shanu Monimkan Lebriat Olam. Est-ce que le monde il a 5775 ans ou est-ce que le monde il a des milliards d'années? Où sont les frères Bogdanov? Bien, tu es là. Qui a raison? À votre avis? Quoi? Tu souris. Tu sais pourquoi tu souris? Enfin, je ne suis pas dans ta tête, hein. Après tu vas me faire une analyse, surtout c'est pas à toi qu'il faut que je fasse ce genre de choses. Mais allez, je me lance, je m'en fous, tant pis. Il y a un canapé. Bah l'homme Chané, tu souris pourquoi? Parce que tu te dis, on sait que c'est les scientifiques qui ont raison. C'est-à-dire, moi je suis médecin, on sait que la science elle a raison. Et bon, les rabbins, bon. Non, je ne dis pas ça. Ah, tu dis quoi? Ah, tu dis, ah, bon, on sait que les scientifiques c'est des idiots. Ah, je dis, je sais la réponse. Alors, c'est quoi la réponse? Je dois connaître. Enfin, c'est quoi la réponse? C'est 5700 ouais. Mais c'est hyper perturbant. C'est un groupe scientifique qui nous dit que c'est des milliards. Donc, qui a raison? Enfin, faisons un vote. Qui pense que le monde à 5775 ans, levez la main. 1, 2, je suis perturbé donc je sais pas trop quoi lever. Et qui pense qu'il a des milliards d'années, en l'occurrence 13,7 milliards d'années? Je suis tout seul là. Ah parce que j'ai levé la main, alors c'est bon vous levez la main? Mais en fait, ça dépend comment vous définissez le monde. L'univers, le cosmos, le Big Bang. Mais quel monde? C'est pas le même. Parce que c'est l'histoire. Le monde physique tel qu'on le connaît, la planète Jupiter, le soleil. Ah, ça c'est... Oh, vas-y, pose-moi ta question, ensuite je rebondis sur ce que tu dis. Vas-y, dis-moi. D'où on dit que le monde a été créé il y a 5770 ans? Bah dans chaque Dvar Torah de chaque rabbin. Oui, mais d'accord, mais d'où ils sortent ça? Ah, il y a fait mode. D'où ils sortent ça? De ça. C'est-à-dire de tout simplement un calcul chronologique. C'est-à-dire que Adam Arishon, je sais que c'était il y a 5775 ans. Et ça c'est facile à remonter avec ce qui est marqué dans la Torah. Donc ça compte de Adam Arishon, ça compte pas de... Oui, mais puisque le monde a été créé en 6 jours, alors c'est 5775 ans plus 6 jours. Bon, ça va, c'est tchic-tchac. D'accord? Donc en fait la question c'est de savoir ça. Est-ce que les 6 jours de la création c'est des jours ou est-ce que c'est pas des jours? Toi tu dis non on s'en fout. Non mais moi je m'en fous pas. Mais c'est très important ce que tu dis. Est-ce que l'histoire du monde elle est importante s'il n'y avait pas d'hommes? Oh, alors je reviens, pourquoi tu t'en fous? Je m'en fous, c'est pas mon histoire. C'est-à-dire? Bah les dinosaures ça me concerne pas. Enfin ils étaient sur la même planète que toi quand même. Ouais mais j'étais pas... fais gaffe, tu parles Bah c'est pas mes ancêtres, c'est pas mes référents. Je sais pas, demande à Darwin, pour Darwin c'est plus ou moins un peu tes ancêtres aussi. Les centaures? Non, les centaures ça n'existe pas. Non, alors les centaures, alors, je sais pas, peut-être on peut discuter, mais le centaure est une créature mythologique qui est mi-homme, mi-cheval. Tu peux la voir des fois dans des films comme Harry Potter, comme Hercule, voilà, le truc de Narnia, là, je sais pas quoi. Là, tu vois des centaures, oui, voilà. Mais en vrai, non. Désolé. C'est-à-dire que même les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de centaures, c'est pas que les rabbins, pour le coup. Ça a l'air. Alors, Bémet la là, mais on s'en fout. La vérité, oui, concrètement, tu peux dire, mais on s'en fout. Même si je te répète, Tachles, concrètement, ça va aller? Donnez-lui un verre d'eau. Même si concrètement, c'est oui mon histoire, c'est oui mes ancêtres. Alors, je dis pas que Darwin avait raison, même s'il avait pratiquement raison. Aujourd'hui, même les scientifiques sont plus d'accord exactement avec la façon dont Darwin a présenté la théorie de l'évolution, mais de dire qu'on a tous un ancêtre commun, c'est-à-dire de dire qu'on a tous une origine commune, Matim, ça marche très bien avec la notion de Hashem Echad. Ça veut dire que tout provient d'une même origine. Donc peut-être que oui, je devrais être concerné par cette histoire de mon univers. Mais Tachles, tu me dis, j'en ai rien à faire parce que bah voilà, ça va, moi je suis là, c'était là-bas, ça va. Mais moi, mon problème en tant que religieux, c'est que je me dis, ouais, mais il y a des rabbins qui disent comme ça, des rabbins qui disent ça. Alors, tu me dis, c'est pas une sheila halakha le maaseh. C'est pas comme si tu me demandais, est-ce que mon poulet il est cachère ou il est pas cachère? J'ai faim, j'ai envie de manger, il est cachère ou il est pas cachère? Ah, c'est rachouf, si le rabbin me dit comme ça, le rabbin me dit comme ça, on n'est pas d'accord. Là, il y a deux rabbins qui sont pas d'accord sur savoir est-ce qu'il y a eu les dinosaures ou pas. Mais Tachles, vas-y, m'chané. אני חושב שזה משנה מאוד מאוד מאוד. Pourquoi? Eh bien, de savoir quel doit être notre rapport à notre existence dans notre histoire. Maintenant,
pour moi, ça me dérangeait beaucoup en tant qu'étudiant à la yeshiva. Si tu veux, quand tu es à la... Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez vu de noms, de légendes, le monde des yeshivot. Le monde des yeshivot est un monde très particulier, et dans certaines yeshivot particulièrement, on apprend des choses extraordinaires, on apprend la Torah, mais d'une façon qui n'est pas toujours utile à ceux qui ne sont pas dans ce monde-là. Je donne un exemple, j'ai un cousin qui est dans une yeshiva très charédite à Jérusalem, très bonne yeshiva, et le premier soir de Sukkot, on était ensemble, et il a posé une question à table. Il a posé une très bonne question, mamash de yeshiva. Il dit comment c'est possible que celui qui est malade, il n'est pas obligé d'être dans la soukha de la même façon que celui qui est mitztaher, celui qui... Mais d'un autre côté, on apprend par le même verset que celui-là il est pas tour et que celui-là il est pas tour. Alors comment ça se fait que les poskim ils ont dit que celui-là il est quand même chayav et que celui-là il est quand même... Ah, bonne question. Bon, j'avoue que la moitié des gens ont lâché au bout de la première fois où il a fait comme ça. Mais à la fin, ma grand-mère, elle a quand même demandé « Non, c'est quoi la réponse ?» Il dit « Bah, je sais pas, c'est une question. » Ah là là, ah oui. Il n'avait pas de réponse. Parce que dans le monde des yeshivot, on ne veut pas forcément avoir des réponses. Il faut avoir des questions. Alors, il faut se trucider la tête. Bon, c'est-à-dire, alors à la fin du repas, ma grand-mère, elle a dit « Tu veux pas me dire toi un Torah ?» Mais il faut comprendre que moi, dans le monde quand j'étais à la yeshiva, ça m'interpellait vraiment cette question. Sans forcément avoir une réelle résultante les maasés, mais je voulais savoir qui avait raison. C'est pas possible qu'il y ait des rabbins qui soient complètement opposés complètement. Et la vérité, je pense que c'est vraiment pas possible. S'ils sont opposés, c'est parce qu'on n'a pas assez bien cherché. Et la vérité, sur ce coup-là, j'ai cherché et j'ai trouvé. Il y a un rabbin, à mon avis, qui met tout le monde d'accord et qui a écrit ce qu'il a écrit 800 ans avant les autres. Il s'appelle Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Kuzari, vous avez entendu parler ? Quelqu'un vous enseigne le Kuzari ? Des bouchas, pas. Demandez à Rivka que quelqu'un vous enseigne le Kuzari. C'est très important d'étudier le Kuzari, il existe en français aux éditions Verdier, vous avez qu'à le lire. Même si à mon avis il est plus dur en français qu'en hébreu. Oui ? Pardon ? C'est quoi le Kuzari ? Alors le Kuzari c'est quoi ? C'est un livre extraordinaire qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, il y a de ça près de 800 ans, au 12e, 13e siècle, qui reprend une histoire vraie, mais qui date du 9e siècle. Ok ? Au 9e siècle, qui est Ashkenaz ici ? Bon, d'accord. Ça va, n'ayez pas honte, hein, c'est bon. Hein. C'est vrai qu'on se souvient pas. Vous connaissez des gens qui sont blonds, des juifs blonds ? Vous connaissez des juifs blonds ? Mais elle est ashkénaze, ça dérange. D'accord, mais elle est pas blonde. Oui, En l'occurrence. Non, je continue. Est-ce que vous connaissez des juifs blonds ? Oui. Vous croyez que ça vient d'où, la blondeur de notre blondeur et nos yeux bleus ? C'est certainement pas d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham, il venait de Mésopotamie, je peux vous assurer qu'il n'était pas arien. Donc c'est forcément qu'il y a eu un mélange au fur et à mesure de générations. Un de ces mélanges, c'est ce qui s'est passé au 9e siècle. Au 9e siècle, il y a un peuple qui s'appelle le peuple des Khazars. Donc c'est un peuple d'Asie mineure qui a été en contact, le roi des Khazars a été en contact avec un juif, on ne sait pas trop comment, et ce contact a été très bénéfique puisqu'au final, il s'est converti lui et tout son peuple. C'est intéressant. Rabbi Yehuda Halevi, 400 ans plus tard, il se sert de cette histoire-là pour le mettre en dialogue et écrire son livre du Kuzari, où en fait c'est quoi l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire du roi des Khazars, qui est très religieux, idolâtre, mais très religieux, et qui fait un rêve dans lequel il envoie un ange qui lui dit « Tes actions, ton intention est bonne, mais tes actions ne sont pas bonnes. » Ah bah alors il redouble d'efforts, il sacrifie encore plus de bébés, et tout ça. Et tes intentions sont bonnes, mais tes actions ne sont pas bonnes. Alors il se dit, c'est peut-être pas la bonne façon de servir le divin. Alors je vais aller voir un petit peu comment les gens y font. Il va aller voir les trois grandes façons, les trois grandes zones spirituelles, qui sont christianisme, islam, philosophie, exactement. Pas le judaïsme. Il dit, il va pas aller voir les juifs. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est au 12e siècle, ne l'oublie pas, il dit les juifs ils sont tellement persécutés, martyrisés, c'est forcément pas eux qui ont raison. Donc il va voir le philosophe, ensuite il va voir le chrétien, le musulman, il leur parle, machin, et à chaque fois il met le doigt sur ce qui va pas dans leur façon de voir. Et donc finalement il se dit j'ai pas le choix, je vais quand même aller voir le juif, et tout le reste du livre, c'est le dialogue entre lui et le juif qui va lui expliquer qu'est-ce que c'est l'Am Israël et le judaïsme. Au final il va se convertir, et lui et tout son peuple. Donc c'est un livre qui est très bien parce qu'il reprend toutes les bases de tout ce que c'est que le judaïsme, et je trouve que c'est extraordinaire. À un moment donné, dans le deuxième Mahamar, Rabbi Yehuda Halevi a son dialogue entre le Chaver, le juif, et le Meler Kuzar. Le Meler Kuzar lui dit la chose suivante: comment ça se fait que vous dites que le monde il a 4000 et quelques années, alors que j'ai entendu dire qu'en Inde, ils avaient une histoire humaine qui a des millions d'années? Donc c'est exactement notre question. Quel âge a le monde?
Quelle est la réponse du Kuzari, du Chaver? Il lui dit Shakran. T'es un menteur. Voilà, c'est sa réponse. Et je pense que dans ce mot-là, il a réglé tous les problèmes. Tu es un menteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vous pose la question, on revient et on va régler tout notre problème. Béhémet, quel âge il a le monde? Ce n'est que mon avis, évidemment, il y a plein d'autres rabbins. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon avis comme argent comptant. Mais pour moi, il n'y a absolument aucun doute que le monde physique, il a 13 milliards, 7. Et puis si les scientifiques changent d'avis, eh ben, ça sera un autre. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Ah bah la she'ela, c'est l'osé. La she'ela, c'est de savoir où est-ce que moi je me situe. Il y a un documentaire sur YouTube, je vous invite à aller le voir, très sympathique, ça dure à peu près 3 quarts d'heure. Je crois que il faut marquer « Et si les hommes disparaissaient ?» ou un truc comme ça. Ils ont fait un documentaire. Combien de temps, si comme ça on appuie sur un bouton et pouf, d'un coup, tous les êtres humains de la planète disparaissent? Combien de temps ça prendrait à la Terre de faire oublier complètement le passage de l'humanité? Et ils arrivent à une conclusion de, je crois, 300-350 000 ans. En 300-350 000 ans, la Terre, elle aura complètement effacé le passage de l'homme sur la planète. Archa. Manirotseloma. Où je veux en venir? Le Chaver, il dit, ta chakran. Ata chakran, t'es un menteur. C'est pas vrai que tu dis qu'il y a une histoire humaine qui a des millions d'années. Mais attends, je comprends pas. Et Lucie? Et l'homme de, je sais plus comment il s'appelle. Non, celui qui est avant Lucie. Dans un endroit, Tiamak ou Tiapamak, un truc comme ça. Bon, jamais. Lucie et tous ses copains. Ça a des millions d'années. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est pas vrai? Eh bien, je vous pose la question. Tous ces gens-là, ils appartiennent à quelle sphère? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans l'histoire? Je parle pas du juif maintenant, je parle pas du judaïsme. À l'école, toute cette période-là, comment elle s'appelle? La préhistoire. Comme son nom l'indique, c'est pas l'histoire. À partir de quand ça commence l'histoire? C'est quand l'histoire? D'après les goyim, hein, je parle pas les juifs. C'est quand l'histoire? Oh, l'écriture, exactement. C'est-à-dire à partir du moment où l'homme, il va laisser un témoignage de son passage. Un témoignage qui peut se transmettre, pas un témoignage d'une intelligence. Tu peux aller par exemple dans les grottes de Lascaux, tu vas voir des peintures rupestres qui ont des dizaines de milliers d'années. Les peintures rupestres, ça vient te montrer qu'il y a une forme d'intelligence, une vie civilisée, intelligente, mais pas une transmission. Et donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées comme l'histoire. L'histoire, c'est à partir du moment où l'homme va laisser un témoignage et une transmission dans le monde. Il est fait. Et c'est quand l'écriture? C'est quand? Sur une frise chronologique, vous la mettez à quelle date? Ouais, en moins, tu t'es pas foulé, hein, c'est bon. En moins? 2000. Non. De quoi? C'est quand l'invention de l'écriture? C'est quand? Bah du coup, si. C'est quand? Ça doit tomber dans le compte. C'est plus ou moins, alors on n'est pas... moins 3000, exactement. Il a fait en moins 3000 et quelques. Mais je t'ai même pas parlé des juifs pour l'instant. Ouais, non, mais pour moi, c'est-à-dire que d'où est-ce qu'on tire ce chiffre de moins 3000? C'est pas parce qu'ils ont lu la Bible. C'est en fonction de ce qu'on a retrouvé. Oui. À peu près moins 3000. Maintenant, c'est Mohamed Mahanian, parce qu'effectivement on est en 2014. Donc ça veut dire que c'est il y a combien de temps? Il y a 100 000. Il y a à peu près 5000 ans. Oh putain, ça commence à devenir intéressant pour moi. Parce que tous les rabbins ils disent qu'on est en 5775. Putain, ça devient intéressant parce qu'il semblerait que ce que le monde considère comme étant le début de l'histoire, il est possible meod que ça vienne en corrélation avec ce que la Torah elle parle comme étant l'histoire. Shnia, oh, tu vas trop vite, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe avant? Eh bien, Rabotai, là. Vous avez déjà lu la Torah une fois? Vite fait, sur vous. Il y a quelques semaines, on a lu la parasha de Bereshit. Vous êtes en train d'étudier Bereshit avec le Rav Cherki, j'imagine? Ron? Oui. Vous avez commencé? Ouais. Vous en êtes où? Au début. Hein? La première phrase. La première phrase, tu fais mode? Tu sais combien de temps on peut rester sur la première phrase? Quand vous allez arriver à la fin de la parasha de Bereshit, pas du livre, de la parasha de Bereshit, vous verrez là-bas que mon Dieu il est vénère, c'est normal. Et à un moment donné, il dit Lo yadon ruchi ba'adam ki beshagam ou basar. L'homme il est parti en freestyle, alors il dit je vais pas lui donner autant de puissance, je vais le limiter à un âge idéal. C'est quoi l'âge idéal que le judaïsme fixe? 120 ans. Bien fait. Ouais, je vois que vous avez des talmidot raham, vous n'avez pas besoin de faire du boulot. 120 ans. Il a fait.
Petite question. Vous vous rappelez de mon documentaire sur YouTube? Combien de temps on vit? Je sais pas si 100, Nagui 120 ans. Tu sais quoi? 100 ans. Ça, 100 ans, yalla. Je peux faire plein de choses dans la vie. Des grandes choses. Des choses qui vont durer dans le temps. Mais dis-moi, quelles que soient les choses que j'ai fait dans ma vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui c'est qui va s'en rappeler dans 250 000 ans? Quelqu'un va s'en rappeler? Tada. Est-ce que je vais pouvoir laisser une trace dans l'histoire dans 1 million d'années? C'est cloum. C'est-à-dire que moi, face à des milliards d'années, j'ai aucun impact sur l'existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une Torah, c'est-à-dire il y a un enseignement. Chez nous, dans le judaïsme, il n'est dit que en secret, chez les plus grands kabbalistes. Alors que, par exemple, en Inde, on en parle au petit-déj. Je parle de Torah Gilgul, la réincarnation. La réincarnation, chez nous, il n'y a que les Mekoubalim qui en parlent. Et encore, chez les Indiens, quand je dis les Indiens de l'Inde, en Inde, on parle de réincarnation toutes les 5 minutes. Ma baya, c'est quoi le problème de parler de réincarnation et d'en faire son pain quotidien? Quel est le problème? Je vous montre la situation. Dis-toi que je viens te voir un jour, je te dis écoute, j'ai un grand problème parce que tu te rappelles, il y a 17 réincarnations, il y a 17 Gilgulim, je t'ai prêté ma vache et tu me l'as pas rendue. Hein? Je dis écoute, autant pour moi, je t'assure que dans 22 Gilgulim maximum, je te la rends. Vous comprenez, au-delà du ridicule de l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a aucune mashmaout, aucun intérêt à quoi que ce soit que je fasse. Parce que ce soit bien ou mal, à un moment donné, et Allah, nous voir dai. Et c'est pour ça que la Torah vient, il nous écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et nos commentateurs dans le Talmud nous disent Al tikra Bereshit et la barachet. Ne lis pas Bereshit, mais barachet, ce qui veut dire pour 6000 ans, le monde a été créé. Évidemment, on ne parle pas du monde physique, car ce monde a été créé depuis des milliards d'années. Aval, ça veut dire quoi Bereshit? C'est pour Israël. Oh, vous avez étudié avec le Rav Cherki, c'est quoi Bereshit? C'est quoi Bereshit? B, c'est-à-dire pour Bishvil. Il y a un but à cette création et ce but, il a 6000 ans. Pourquoi? Parce que tu dis, le but c'est l'homme. Dans la création du monde, l'homme. Dites-moi, les matheux, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un... Je sais pas si on a. Non mais, je sais pas. Ceux qui aiment les maths. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la halacha, dans la loi juive, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait une bonne dafina et il y a une goutte de lait qui vient de tomber dans ma dafina? Il faut que ça soit un 60e. C'est cachère ou c'est pas cachère? C'est cachère. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle batel beshishim. C'est un 60e, c'est moins d'un 60e, c'est annulé. C'est-à-dire, dites-moi. Mais il faut pas que je le refasse pour... C'est-à-dire. Maintenant c'est annulé. Maintenant dites-moi. Combien c'est un 60e de 6000? 100. Un 60e de 6000, c'est 100. La Torah, elle vient nous dire, tu sais quel va être l'âge idéal? 120 ans. C'est-à-dire un tout petit peu plus que Shishim. Comme ça, toi, l'homme, tu ne seras pas Batel Beshishim. Évidemment que si tu te mets dans un référentiel de milliards d'années, ton existence n'a aucun intérêt. Aval, c'est pas de ça que je te parle. La Torah non plus, c'est pas de ça qu'elle parle. La Torah, elle te parle pas du Big Bang. Ça ne l'intéresse pas. Je sais pas si Rav Cherki vous a dit, la grande différence qu'il y a entre les scientifiques et la Torah, si vous l'a pas dit, il va vous le dire, parce que ce que je vais vous dire maintenant, ça vient de lui, c'est que le scientifique va te répondre à comment le monde a été créé, la Torah va te répondre à pourquoi elle a été créée. Ça n'a rien à voir. Et donc ça veut dire que j'ai pas du tout de problème à dire que le monde il a des milliards d'années, je m'en tape. Moi, dans mon référentiel, mon monde, c'est-à-dire ma conception du monde, c'est 6000 ans. Et moi je suis pas Batel de Shishim dans ces 6000 ans. Allez, venez avec moi, on va lire David. Je vais vous montrer des vestiges qui ont 4500 ans. Venez, on va, je sais pas, à Megiddo. Vous allez voir des vestiges qui ont plus de 5000 ans. C'est-à-dire que sur un référentiel de 6000 ans, l'homme, il laisse sa trace dans l'histoire. Il n'est pas du tout Batel. Archav, maintenant vous comprenez ce qu'il dit le Kuzari. D'être à Chakran. Que tu me dises qu'il y a des vestiges préhistoriques qui montrent l'existence d'une intelligence qui a des millions d'années.
Shoin. Alors que tu me dises qu'il y a une histoire humaine qui a des millions d'années, c'est l'onachon. Et pour de vrai, c'est l'onachon. Il n'y a personne qui dit qu'il y a une histoire qui a des millions d'années. Il y a une préhistoire. Mais l'histoire, le référentiel de l'homme, 5775 ans. Et c'est ça la marloquette entre le Rabbi Lubavitch et le Malbim et le Rachar Hirsch. Alors n'oubliez pas que le Rabbi Lubavitch, il habite aux États-Unis dans les années 70. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin de ce que c'est que les États-Unis dans les années 70 ? Woodstock, l'amour libre, peace and love. C'est une époque où, yallah, shum davar en lo mashmaout. Le monde n'a pas vraiment d'importance. Le but c'est que on s'aime. On est juste au milieu de la guerre du Vietnam. Il faut absolument que tout le monde redouble d'amour et ta. N'oubliez pas que le Rabbi Lubavitch il parle pas à ceux qui sont à la yeshiva. Son message il essaye d'aller sauver les juifs qui sont pas à la yeshiva. Alors à ces juifs là, il ne peut pas leur dire qu'il y a eu des dinosaures. Un, parce qu'ils le savent déjà. Ils savent qu'il y a des dinosaures. Et il va pas leur faire changer d'avis. Mais deux, parce que c'est pas ça le message qu'il doit leur donner. À eux, il doit leur donner un message. Prends tes responsabilités. Toi, tu as une influence dans ce monde. Donc pour toi, le monde, il a 6000 ans. 5775 ans. Que tu comprennes à quel point tu dois prendre tes responsabilités pour ce que tu vas laisser dans l'histoire. Le Malbim, qui habite dans sa petite ville de Königsberg où il y a 20 juifs. Le Rachar Hirsch, qui a ses élèves qui sont tous à l'université. Il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de dinosaures. Mais il sait d'un autre côté, ils savent que ça ne va pas poser de problème de dire. Parce que ses élèves, leurs élèves ne sont pas du tout des gens qui sont influencés par « Ah, bah il y a un monde qui est énorme, alors ça veut dire que je peux faire ce que je veux. » Tout est là sujet à savoir où est-ce que moi je me place. Nous, on est dans un référentiel de 6000 ans. Nous, c'est pour ça qu'on va étudier l'histoire. Pas la préhistoire. Nous, on va étudier l'histoire du peuple juif. Pour savoir quelle est notre place à nous, au Machon Nora, dans cette histoire globale. C'est pour ça qu'on va étudier. C'est pour ça qu'on doit savoir d'où on vient, comment ça a commencé, par quoi c'est passé, quels sont les enjeux historiques par lesquels le peuple juif est passé, quelles sont les erreurs qu'il a pu commettre, comment ne pas les recommencer. C'est tout ça qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors maintenant, je vous repose la question. Le monde, il y a des millions d'années, des milliards d'années. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Comment on peut connaître l'impact qu'a le déluge sur la Terre? Le déluge, quel impact il a pu avoir? C'est quand même quelque chose de divin. On ne peut pas savoir comment il a été fort, comment il a pu toucher. Tu parles au niveau scientifique? Ouais. Tu poses la question sur ce que le rabbi avait dit? Non, moi je parle pas du baril, c'est mon aspect. Je sais pas, moi personnellement, je me dis qu'il y a eu un déluge et on ne peut pas savoir à quel point il a. On peut pas savoir à quel point il a détruit le monde, à quel point il a pu abîmer. Alors, ce qui existait avant le déluge, c'était. Je dis pas qu'il n'y avait pas des dinosaures, je dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui ont dessiné sur le. Mais après ce déluge, comme on va noter ça, ça fait 1 milliard d'années, peut-être que c'est le déluge qui avait une force qui. On peut pas savoir. C'est ce que dit Rabbi Lubavitch. Il dit le déluge a tout chamboulé les datations. Ah, voilà, alors tu peux plus avoir confiance dans la datation au carbone 14 parce que le déluge a été d'une telle violence que. Alors je te donnerai 2 réponses à cela. La première, c'est que nulle part il n'est fait mention qu'il y a eu un chamboulement dans les couches internes de la Terre. Donc le déluge a été sur la Terre, mais pas forcément à l'intérieur. Donc quand tu prends des strates géologiques qui sont enfouies à 1 km sous la Terre, je sais pas, dans la Torah du moins il n'y a pas marqué que le déluge il a attaqué jusque là-bas. Aval. On parle de choses. On parle de feu, mais ça c'est à la surface. Mais c'est à la surface. Qu'est-ce qu'on sait qui? Alors ça veut dire on peut pas s'arrêter juste au premier, ça veut dire qu'on peut pas savoir. Bah, je sais pas, quand je creuse. C'est-à-dire que dans la Torah il y a marqué qu'il y a Maboul, il y a Al Pene Adama. Sur la Terre. D'accord. Donc c'est pas à l'intérieur. Moi si je vais faire des creusets et que je vais essayer de trouver des carottes géologiques, à ce moment-là je vais voir beaucoup plus loin que la surface. Donc peut-être la deuxième chose que j'ai envie de te dire, et ça Ça clôture. Non, c'est pas que ça clôture, c'est que tu vas me poser d'autres questions après ça. Le déluge n'a pas eu lieu sur toute la Terre. C'est-à-dire, pourquoi? Il y a marqué qu'il a eu lieu Al Pene Kol Haaretz. Al velo mitachat. C'est-à-dire que le déluge, il a eu lieu sur la Terre, elle est ronde. Donc c'est-à-dire qu'il y a une face où il y a eu, c'est sûr, et une autre face où c'est en dessous. À chaque le référentiel de la Torah, c'est toujours Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'il est possible que le déluge, dans ce qui est en dessous par rapport à Eretz Israël, de l'autre côté, en l'occurrence les États-Unis,
Il n'a pas été touché par le déluge. Autre possibilité, comment est-ce que tu expliques qu'il y a des tribus indigènes qui sont en Australie et qui ne savent pas faire de bateau et ne savent pas naviguer sur les eaux? Comment est-ce qu'ils ont pu arriver en Australie, qui est une île? Ça ne peut être fait que lorsqu'ils ont pu marcher en Australie à l'époque où la dérive des continents était telle que l'Australie n'était pas encore une île. Et ça remonte à bien avant le déluge. D'autre part, ça c'est des explications qui sont, allez, on va dire techniques scientifiques, mais le Midrash nous dit qu'un jour, Shlomo Amelech c'était un taulier. Et des fois il y avait des discussions comme ça, tranquilles, avec Ashmedai. Tu sais que c'est Ashmedai? Le roi des démons. Ne me demande pas de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le roi des démons. Le roi des démons. Et un jour il rencontre Ashmedai et il lui dit dis-moi, au fait, entre nous, il y a des hommes de l'autre côté de la terre? Il lui dit oui. Il dit tu peux m'en amener un s'il te plaît? Quoi? Alors il lui en amène un. Et alors il est très impressionné de voir cet homme qui est à la peau rouge. Tiens non. Qui a la peau rouge, qui a des plumes sur la tête. Bon, il a aussi 2 têtes. C'est un midrash. Hein. Et il lui dit dis-moi, mais qui sont tes ancêtres? Et là il répond nous sommes les descendants de Caïn. C'est que c'est Caïn? Dis-moi, si je me souviens bien, le déluge. Il avait passé Caïn. Ben, il n'y a que Noach qui reste après. Donc s'il y a quand même des descendants de Caïn, ça veut dire que tout le monde n'est pas mort dans le déluge. Ceci étant, quoi? Non, donc ça voudrait dire, non, pourquoi je dis ça? Parce que si ça n'a pas touché partout, ça veut dire que tu peux faire des calculs, par contre là où ça n'a pas été touché. Oui, bien avant, bien sûr. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, que ça ait touché tout le monde ou pas, je sais pas si la shéela de la violence du Maboul, elle se pose au niveau scientifique. Par contre, il est évident qu'elle se pose au niveau moral. C'est-à-dire, prendre toutes les mythologies du monde, quelles qu'elles soient, dans des civilisations qui sont Mikan Vecham, et pas que la mythologie gréco-romaine que tout le monde connaît. Non, va voir en Égypte, va voir au Japon, va voir la mythologie chinoise, mongole, va voir la mythologie même océanienne, va même voir la mythologie des Malgaches. Tous parlent d'un déluge. Tous. Alors, c'est pas toujours la même cause, ça va pas toujours être fait dans la même... Mais dans toutes les mythologies, on parle d'un temps où les dieux ont noyé le monde. Pour recommencer. Ce qui veut dire que je ne sais pas comment concrètement le déluge a eu lieu, qu'est-ce qu'il a frappé, avec quelle force ou quoi que ce soit. Par contre, une chose est sûre. C'est qu'il n'y avait pas que Noir. Il a laissé, déjà c'est qu'il n'y avait pas que Noir, et deux, c'est qu'il a laissé une trace indélébile dans l'humanité. Au niveau moral. Oui. C'est la première fois que j'entends en fait qu'ils n'aurait pas touché la terre. Et du coup, tout le monde considère que ce Alpéné, c'est sûr, donc ça sous-entend. Non, c'est pas tout le monde. Non, en fait, moi, ça me va comme explication parce que ça me rassure. Du coup, en fait, je voulais savoir juste si tout le monde considère que ce... Non, pas tout le monde. Bah, t'as plein de gens qui vont aller dans le mainstream, mais tu te rendras très vite compte que moi, à ma toute petite échelle, et particulièrement les autres rabbinim qui sont ici, le Rav Cherki en tête de liste, ils sont pas là pour t'enseigner des trucs que tu sais déjà. Ils sont là pour te dire des choses qu'il n'y a que eux qui disent, et la vérité, c'est eux qui ont raison. Donc, voilà, ça. Oui. Juste chose un peu historique pendant qu'on est dans l'histoire, justement. Je comprends pas pourquoi le rabbin Logobalik a pris cette position contre les années 70, comme on dit. Si rabbin Samsoner, il a pu garder la théorie qu'il y a des dinosaures quand il devait se battre contre le mouvement réformiste. Ah, mais justement, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il se bat pas contre le mouvement réformiste. Ben, c'était à son époque, c'était un... Non, on se bat contre l'émancipation. Les réformés sont venus beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, c'est quoi le mouvement réformiste? C'est de dire, une fois que j'ai été assimilé, il y a un moment donné où je me dis, ouais, mais quand même, j'ai des racines juives. Donc je vais me recréer un judaïsme. Tout en étant totalement assimilé. Mais la Haskalah, au départ, elle ne vient pas dire, je vais créer une autre branche du judaïsme. La Haskalah, elle va dire justement, sortons de ce carcan judaïque. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il comprend ça. Et il dit, je peux pas maintenant, moi, dire que la science, elle dit des bêtises. Parce que c'est ce que les autres rabbins, ils ont fait en Europe de l'Est. Ils se sont mis en porte-à-faux direct, ils ont dit, non, nous on est contre la Haskalah. Allez, il y a la Haskalah, nous on traduit ça par l'émancipation. C'est pas ce que ça veut dire.
Askala, c'est du mot sechel. Askala, c'était le droit que les juifs avaient tout d'un coup à aller étudier, aller à l'université, aller au savoir, le droit au savoir. Et les rabbinim, en Europe de l'Est, ils ont dit « Nein !» Nous, on reste, on dit la Torah. On dit la Torah, eh ben on va plus chez toi. Le Rav Shalom, j'ai dit attends, j'ai vu ce qui se passe en Pologne. Ils vont tous avoir sauvé, étudier à l'université. Ils ont plus de contact avec le rabbin. Il va avoir. Donc moi je vais faire en sorte que non, on peut avoir la tête dans l'académie, mais également avoir la tête dans la Torah. Le premier qui a tenté ça, c'est quelqu'un qui justement a dit qu'il fallait faire ça, mais qui ne les a pas retenus dans le Beth HaMidrash. Qui a dit Eve Yehudi bebetecha ve'adam betzetecha. Moshe Mendelssohn, qui était religieux jusqu'au bout des ongles. Mais ça n'a pas marché, il n'a pas réussi à transmettre cette valeur-là. Le Rav Shimshon Raphaël, il a réussi parce qu'il a dit ça va dans les deux sens. C'est pas que quand je sors, je suis un Allemand et à la maison je mets ma kippa. Non, je vais à l'université avec ma kippa. C'est vrai, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'antisémitisme. Ça viendra. On est en Allemagne, je vous rappelle. Ça va ? Ça va. Top. Donc, on a compris que le monde, il peut avoir des milliards d'années, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre histoire à nous, humaine. Ah, donc il reste la grosse question. Donc, ce qui a marqué dans le livre de Bereshit, les 6 jours de la création. Alors, c'est quoi ? La préhistoire. Donc c'est 6 jours ou c'est pas 6 jours ? Mais l'homme n'a pas été créé pour pouvoir dire c'est quoi le temps encore. Ah, tu dis, dans les premiers jours, l'homme n'a pas été créé pour dire c'est quoi le temps. Arrête le temps, effectivement, c'est une invention humaine. La notion de temps, c'est une invention humaine. Oui, mais il nous dit quand même, il nous joue la nuit. Attends. Tu dis. Alors regardez, les filles, il y a un homme que je voudrais vous présenter. Et Laura Cherki vous en parlera encore certainement beaucoup plus que moi. Et si vous avez l'occasion de lire de ces livres, je ne sais pas s'il y a des livres en français tellement, mais vous devez devenir familière de Manitou. Vous avez entendu de Manitou? Vous avez entendu parler de Manitou? Il y a des livres en français sur. Il y a Oui, il y a fait. Donc il faut être familier, il faut se familiariser avec Manitou. Manitou, c'était le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Son nom de totem Osei, c'était Manitou. Et Malasot, lui, il a fait un travail. Bon, il a fait plein de choses. Mais son grand travail par rapport à son enseignement de la Torah, c'était de dire la chose suivante. On a un gros problème quand on ouvre la Torah, c'est qu'on ne sait pas la lire. Pourquoi ? Parce qu'on habite au XXe siècle. Et que la Torah, elle a été donnée aux Juifs qui sortent d'Égypte il y a de cela 3500 ans. Il est évident que le monde, la terminologie qui est la sienne, c'est pas la même que la nôtre. Et donc forcément, nous, quand on ouvre la Torah, eh bien, on est loin de la compréhension de ce que les versets veulent dire. Et la meilleure preuve, c'est que lorsque tu demandes à un religieux d'étudier la Torah, est-ce qu'il étudie la Torah ? Non. Il étudie Rashi sur la Torah. C'est-à-dire qu'on va tout de suite voir les commentateurs sans aller voir ce que dit le verset. Manitou, son grand travail, ça va être de réexpliquer qu'est-ce que la Torah veut dire. Il y a des choses que la Torah ne dit pas, parce que c'est évident. Je vous donne un exemple, pour vous. Il y a marqué par exemple que lorsque quelqu'un, un homme viole une fille, alors il doit aller voir son père et lui donner Kemoar Betulot, c'est-à-dire lui donner la somme que vaut la virginité d'une fille. Oui, tu lèves les sourcils, bon, c'est pas comme ça, c'est une société progressiste, bon, d'accord. Mais on est il y a 3500 ans. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas marqué combien c'est. Nulle part dans la Torah. Rashi va te faire des calculs pour te dire combien tu donnes. Mais pourquoi c'est pas marqué combien ? C'est inestimable. Mais non, c'est très estimable. Tout dépend de la fille. Non, c'est pas tout dépend de la fille, c'est un consensus. Pourquoi il y en a une, il y a une fille qui est vierge dans sa ketouba, elle a tant, et il y a une fille qui est pas vierge dans sa ketouba, elle a pas tant. Enfin, c'est pas compliqué, une fille à l'époque, une fille qui est pas vierge, elle se marie pas. C'est malheureux. C'est pas moi qui ai écrit la Torah. Hein. C'est malheureux, mais c'est Maïesh. Vous allez dire que les garçons à l'époque, ils étaient pas très évolués, soit, faites ce que vous voulez, mais il n'empêche que c'est Maïesh. Oui.
Il y a un truc qui me dérange en fait. Oui, je sais pas si c'est approprié là au cours du coup. Je pose la question, mais si. Vas-y, dis-moi. C'est juste que. Non, c'est pas grave ça. C'est juste que justement, tu dis, enfin tu nous présentes ça et après tu dis, mais c'est pas moi qui ai écrit la Torah, avant ils étaient pas évolués, machin. Mais... Non, oulala, j'ai pas dit ils étaient pas évolués, j'ai dit peut-être vous allez dire que. Que nous on va dire peut-être c'est bon évolué et tout ça, et effectivement il y avait ces traits que on a les filles pas. Oui. Et du coup, je me dis, ah, ok, mais il y a quand même un grand principe qui est que la Torah, elle est intemporelle. Ah, il y a fait mode. C'est vrai que c'est pas exactement le cours, mais c'est une excellente question. La Torah, elle est intemporelle. Sheila, quelle Torah? Et oui, il y a, si je me trompe pas, 2 Torot. Il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béal Pé. La Torah chez Birtav, ce qui est marqué dans le texte, il est très temporel. Ce qui est marqué dans le texte s'implique à des gens qui ont reçu ce texte. Par contre, la Torah chez Béal Pé, la transmission orale, qui vient te dire comment tu dois te comporter de génération en génération, elle est intemporelle. Pourquoi? Parce qu'elle change de génération en génération, en fonction de la génération. Et là, je reviens sur ce qu'on disait. Aujourd'hui, c'est forcément une fille qui est pas vierge ou vierge et l'homme échané pour le mariage. La seule chose qui va changer, c'est 2 mots dans la Ktuba que de toute façon personne ne comprend et qui n'ont aucune réelle valeur concrète. À l'époque, c'est très concret. Et donc la Torah, elle te dit, il faut donner Kemoa Rabetulot. Je te dis pas combien. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde sait combien c'est. C'est quelque chose que on vit là-dedans. Donc il n'y a pas besoin de me le dire. Tout le monde sait ce que c'est. Quand la Torah, elle me dit pas qu'est-ce que c'est, Chag HaShavuot. Elle me dit pas que c'est le jour où Dieu il nous a donné, il a fait Matan Torah. Tu sais pourquoi elle ne le dit pas? Parce que tout le monde le sait. J'ai besoin de te le rappeler, c'est il y a 1 an. Tout le monde le sait. Moi, plus tard, alors j'ai besoin de faire des calculs pour dire que c'est ça. Mais eux, ils le vivent. Il y a une halakha qui est terrible, que nous, on a du mal à voir dans Parashat Kitetse. Si jamais, chas v'chalila, encore une fois, un garçon qui a violé une fille, quel est son din? Si elle accepte, il est obligé de se marier avec elle. Si elle accepte, elle n'est pas obligée. Ah tu sais quoi? Elle va accepter. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, si elle n'accepte pas, plus personne ne voudra se marier avec elle. Et donc la Torah, justement, parce qu'elle sait quelle est l'ambiance à l'époque, elle a fait en sorte que cette fille, elle ne restera pas vieille fille. Lui, il va être obligé de prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il a fait. Et le Bédin, il va l'obliger à se marier. Et elle voudra, parce que c'est Maïesh. Maintenant, je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, il n'y a aucun rabbin qui va dire qu'il faut faire ça. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on a évolué, on a changé, eh bien ça veut dire que la Torah chez Béal Pé, elle va te dire, maintenant, dans un cas comme ça, eh bien la halakha c'est autre chose. Ça va? Donc oui, la Torah elle est intemporelle. Chez Ela et Torah. D'accord? Donc quoi qu'il en soit, Manitou il vient nous expliquer quelle était la valeur première des versets lorsqu'ils ont été donnés. D'accord? À propos de ça, eh bien on dit dans la Torah, Vayerev Vayivoker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et là je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Yom? Alors on traduit par jour. Alors évidemment que ça pose des problèmes parce que tu m'as dit d'un côté qu'il n'y a pas encore le temps qui a été défini par l'homme. Mais d'un autre côté, quel est l'autre problème? Yom, qui t'a dit que ça voulait dire jour? Puis d'ailleurs, un jour de 24 heures, c'est la révolution de la planète Terre sur son axe par rapport à son orbite autour du Soleil. Comment c'est possible que le premier, deuxième et troisième jour, ce soit 24 heures, alors que le Soleil n'a été créé que le 4e jour? Et Lama, nous dit Manitou, Yom, ça vient de la racine Hayo. Hayo, ça veut dire être. C'est l'infinitif du verbe être. Liyot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yom Echad, c'est un état d'être. Conception 1, conception 2e, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle pas du tout ici d'une notion temporelle. D'ailleurs là, moi je suis obligé de vous faire une pirouette grammaticale hébraïque, mais j'aurais tout simplement voulu vous lire Rashi, le premier Rashi de la Torah, le deuxième Rashi de la Torah, Bereshit Bara, nous dit Rashi, la Torah ne vient pas donner le Seder Amugdamim V'Ameucharim, ne vient pas nous donner l'ordre des choses. C'est pas ça le but du jeu. Parce qu'il y a marqué Bereshit, et Bereshit ça veut pas dire Ba'atchala, et ça vous avez déjà étudié avec le Rav Cherki. Donc on s'en fiche, c'est pas pour ça. Donc, on n'a aucun problème. D'ailleurs, Manitou conclut en disant
quelle est l'autre preuve que Bereshit ça veut pas dire au commencement? Il dit c'est très simple. Si le monde a été créé, c'est évident que le moment où il a été créé c'était le commencement. Oui, vous me suivez? Donc il n'y a pas besoin de le dire. La Torah elle est avare de mots. Elle ne dit pas des choses qui sont évidentes. Donc si le monde a été créé, c'était au commencement, donc je n'ai pas besoin de dire que c'était au commencement. D'accord? Ça va? Donc, Yom, ça ne veut pas dire 24 heures. Donc de la Yom Echad Yom Sheni, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 6 jours. Et Lama, toute cette construction dont la Torah nous parle, Maaseh Bereshit, Shisha Yemei Abriya, eh bien, on ne nous parle pas du tout, et là je vous balance l'histoire, je vous le dis pas plus parce que le Rav Cherki va rentrer là-dessus en détail, mais il est évident qu'on ne parle pas ici de la création du monde physique, parce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on s'en tape de la création du monde physique par rapport à la vision de la Torah. Tu veux savoir comment le monde a été créé, le Big Bang et ainsi de suite, va demander au frère Bogdanov. Tu veux savoir pourquoi la Torah a été créée, alors je vais t'enseigner tous les 6 jours de la création. Tu me dis, mais ça veut dire quoi, il fut soir et il fut matin? Pourquoi? Parce que tu as lu dans la Bible du rabbinat en français qui avait marqué il fut soir, il fut matin, c'est ce que ça veut dire? Qui t'a dit que Vayi Erev, Vayi Boker, ça veut dire ça? Et pourquoi ne pas dire que Erev, ça vient de la Shon, Leharbev, Irbouv, ça veut dire que tout est mélangé, c'est le propre de la nuit tu vois pas. D'accord? Donc c'est-à-dire que dans chaque état de construction du monde, il y a d'abord un état où tout est mélangé, où tu n'arrives pas à faire la distinction des choses, et ensuite il y a un état qui s'appelle Boker. Boker, ça vient du verbe levaker. C'est quoi levaker? C'est non seulement rencontrer, mais également porter une critique. Ok? Donc c'est-à-dire que dans tous les états du monde, il y a un moment où tu es embrouillé, il y a un moment où tu peux faire la différence entre les choses. Et ces deux notions-là, elles sont présentes. Echad, Sheni, Shlishi, Ah, d'accord, il y a fait ce que tu dis, mais alors pourquoi la Torah elle a utilisé des termes qui sont si ambigus? Pourquoi est-ce que la Torah elle nous parle de toute la construction du Gan Eden comme une construction purement physique si c'est pas la construction du monde physique? C'est très simple. Si elle avait utilisé des termes métaphysiques, kabbalistiques, on n'aurait rien compris. Donc il y a un anthropomorphisme également au niveau du langage utilisé dans la Torah. D'accord? C'est-à-dire. Donc la notion de temps, comme tu l'as très bien défini, et c'est par ça que nous on va se rapprocher de la fin de cette introduction. La notion de temps, tu as dit, c'est une notion humaine. C'est vrai. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, quand le temps est apparu, c'est qui le taulier des dieux chez les Grecs? C'est Zeus normalement, mais c'est vrai que Zeus c'est le fils de Chronos. C'est-à-dire que Chronos, le temps, c'est pas le point de départ. On l'a dit la semaine dernière, parce que le point de départ c'est Uranus Vegaya. Quoi? Non, t'as pas l'air convaincu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est la mythologie. Et alors? Un mythe c'est faux. Un mythe c'est? C'est faux. Un mythe c'est faux. Je sais pas. Est-ce que par exemple, tu pourrais pas considérer les histoires d'Abraham Avinu comme mythologiques? Ça dépend, c'est la Torah Sheba'al-Peh. Non, même en prenant ce qui est marqué dans la Torah Shebirtav. Je te parle pas d'Abraham et le coup de la fournaise et tout ça. Je te parle d'Abraham, ce qui est marqué, ce qu'on a dit dans la paracha de Lech Lecha. Non, c'est un homme. C'est quoi? C'est un homme. Et il y a aussi des hommes dans la mythologie. Ouais. Tu m'as dit un mythe c'est faux par définition. Oui, la définition d'un mythe c'est faux par définition. Je sais pas d'où tu tires cette information. Ah, je vais aller dans la route. Non mais attends. Tu m'as dit c'est faux par définition. Après je t'ai demandé est-ce qu'Abraham il peut être considéré comme un mythe. Agave dans le Larousse ça va être la mythologie hébraïque. Je sais que oui. Et alors peut-être c'est faux alors. Notamment pour les chrétiens, c'est pour nous. Oui, mais la mythologie chrétienne. Il y a fait. Alors attends, Shnia. Alors Abraham, c'est vrai ou c'est faux? Pour nous, oui. Pas pour son mythe à elle, c'est vrai. Ben non, elle dit qu'un mythe c'est faux par définition. Pour nous, c'est vrai. Pour ses croyances, un mythe. Pour nous, c'est un mythe. Pardon? Pour d'autres, peut-être que c'est. Pourquoi c'est pas un mythe? Parce que c'est marqué dans la Torah? Oui. Ok, bah Chronos il est marqué dans l'Iliade. Je crois hier. Mais on a des preuves temporelles qu'Abraham il a existé. Ah ouais? Cite-moi une. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut remonter dans le temps de notre histoire, de suite. Ouais, il n'y a aucune preuve archéologique d'Abraham Avinu. C'est bien ça le problème. C'est vrai, il n'y a aucune preuve. Même de Moshe, il n'y en a pas. Bon alors c'était un mythe?
je pose la question. C'est pas ça de preuve ou de pas preuve. Non, je fais un raisonnement par l'absurde. Oui. Elle me dit, un mythe c'est forcément faux. Je te demande, ok, tu me dis qu'un mythe c'est forcément faux. Là, est-ce que Abraham il peut être considéré comme un mythe? Oui. Oui. Donc est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qui a marqué sur Abraham? Donc c'est forcément faux. Mais la question, moi je sais qu'il n'y avait pas de Zeus, je le sais, peut-être que je me trompe et d'autres pensent le contraire. Bien, on reprend ta définition d'un mythe, c'est forcément faux. Un mythe, c'est pas forcément faux. Un mythe, c'est ce qui va être fondateur d'une identité. Il y a des notions qui touchent à l'être humain dans la mythologie, qui peuvent être vraies comme ils peuvent être faux. Et il y a des notions qui touchent au domaine de la métaphysique, qui là sont... n'engagent que eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque la mythologie grecque elle me parle de Chronos, il y a de fortes chances qu'il n'y a personne qui s'appelait Bémet Chronos. Aval, lorsque la mythologie grecque elle me parle de Hector de Troie, il y a de fortes chances qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Hector de Troie. D'accord? Donc il faut bien faire la différence. Maintenant, Zélo Méchané, comme tu disais tout à l'heure. Non, peut-être c'est intéressant, je sais pas, c'est qui? Non, c'est la rousse. C'est de la rousse? Encore, t'es sûr de la rousse? Alors justement, tu disais tout à l'heure, Zélo Méchané. Tu me dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Chronos? On s'en fiche. Mais maître, on s'en fiche. Je m'en fous de savoir si vraiment il y avait eu un monsieur Chronos. Aval, c'est me hot rachouv ce qu'il représente. Parce que ce qu'il représente est forcément vrai. Encore une fois, la mythologie, elle n'a pas été inventée par les dieux. Oui, c'est des gens qui ont... elle a été il a fait. Donc c'est une véritable recherche des hommes. D'accord. C'est-à-dire que lorsque l'homme il dit il y a eu un truc qui s'appelait Chronos qui était le fondateur du temps. C'est-à-dire que l'homme il vient dire qu'il y a un moment donné où l'humanité elle a décidé de se temporaliser. D'accord. Ça c'est Khashou. Maintenant pareil, la mythologie elle vient te dire que le monde découle de Uranus Vegaya, du ciel et la terre. Ah là, c'est marqué dans la Torah aussi. Je m'en fiche qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Uranus ou Gaïa. Je t'ai juste donné un nom pour te montrer que je me la pète et que je connais la mythologie chrétienne. Chrétienne et grecque. Mais j'aurais pu te donner les noms de Noun. Noun c'est Uranus chez les Égyptiens. Mais c'est juste pour me la péter. Mais on s'en fiche. Ce qui est important c'est de dire qu'il y a eu un moment donné où il y a une conceptualisation du temps. D'accord, pardon. C'est-à-dire Zerachou. C'est Zénachon comme tu dis que le temps c'est une invention humaine. Je vais vous dire mieux que ça. Le temps n'est pas marqué dans la Torah. Oui, c'est ça, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, est-ce que... Non, mais même le mot, la notion de temps, comment on dit temps en hébreu? Zman. Est-ce que la notion de Zman, le mot Zman, apparaît dans la Torah? Oui, bah Zman Nazé, c'est des brachot des rabbins. Est-ce qu'il y a marqué Zman dans la Torah? Non, je sais pas. Eh bien, la vérité, il y a marqué une fois, mais ça ne veut pas dire Zman comme nous on l'entend. C'est dans la Megillat Esther, où il y a marqué que Yemei Apurim Haele Yu Bizmanehem. Mais là, c'est dans la notion de date. Soit à cette date-là. Il y a une notion de rendez-vous dans la Torah qui s'appelle Moed. Oui, le 7e mois. Non, il y a une notion d'avant et d'après. Donc, il y a un premier mois, mais le mot temps n'apparaît pas dans la Torah. Okay. Il y a une notion de Moed dans la Torah. La Moed, Ka'et Raya ba Moed Azeh. Moed, ça vient de quel mot? Ça vient du verbe lehi vaed, ce qui veut dire en français se rencontrer. Comment est-ce qu'on dit l'assemblage de copropriété en hébreu? Vaad bait, vaad. Vaad milachon lehi vaed. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre. Donc quand la Torah elle nous donne par exemple toutes les fêtes, comment elles sont appelées dans la Torah? Moadim. Moed. Pourquoi? Parce que c'est un temps de rencontre entre qui et qui? Entre Dieu et nous. Donc la notion de rencontre existe, mais la notion de temps n'existe pas. Oui? Mais d'un autre côté, la première mitzvah qu'on a, c'est Rosh Chodesh, donc ça crée le temps. Tu dis la première mitzvah qu'on a, c'est Rosh Chodesh. Nachon. Alors en vérité, c'est toi qui as raison. Il y a la notion de temps, mais elle s'appelle pas Zman. Elle a un autre mot. Il y a la notion de temps dans la Torah, mais elle est sous une autre forme. Elle s'appelle Midat HaRachamim. Qu'est-ce que c'est Midat HaRachamim? Comment est-ce que vous appelez ça? Comment est-ce qu'on traduirait Midat HaRachamim? C'est quoi Rachamim? C'est quoi? Ça veut dire quoi en français? Non, Rachamim. Compassion. La miséricorde. Compassion, miséricorde, Nachon? Aval she'ela. C'est un pluriel ou c'est un singulier? C'est pluriel. Un pluriel, fini par im. Un pluriel? Pluriel de quel mot?
Rachem, c'est choqué. Comment tu dis? Rechem. C'est quoi Rechem? C'est l'utérus. L'utérus. C'est l'utérus. La matrice. Rechem. Rachamim, le temps, Midat Rachamim, la miséricorde, c'est le pluriel de Rechem. Mazé Omer, c'est quoi Midat Rachamim, la miséricorde? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Le Midrash, c'est ça. Le Midrash, il dit, quand Dieu il a voulu créer le monde, Ratza livnot b'midat adin. Il voulait créer le monde par l'attribut de rigueur, de justice. Rava. Non, il est passé partout. C'est ça. C'est pour ça. Ra she'ein ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde il tiendrait pas uniquement par l'attribut de justice. Shitef lo midat harachamim. Il lui a ajouté midat harachamim. Mazé. C'est quoi alors la miséricorde? Eh bien c'est rachamim. C'est-à-dire non. C'est le pluriel de rechem, on a dit. Utérus. C'est quoi le rôle de l'utérus? La reproduction. Nine. La reproduction, elle se passe pas dans l'utérus. Ou alors t'as un gros problème. Ah désolé, hein, je veux pas, je suis mal placé pour parler. Hein, je sais que vous êtes mieux placé que moi, mais concrètement, si ta reproduction elle se passe dans l'utérus, il y a un gros problème. De protéger l'enfant. C'est-à-dire de lui apporter tous les éléments nécessaires à son développement. Pour que il se développe convenablement. Pour que sortir. Pour que et donc délivrance. Vivre. Naissance. C'est-à-dire que l'utérus, le rechem, n'a qu'un seul rôle, de donner le temps à l'embryon d'être viable. Si tu prends un embryon une fois fécondé et tu le sors, il peut mourir. L'utérus, rechem, n'a comme unique but que de donner le temps de vivre, pour pouvoir vivre. Donc midat harachamim au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a mis midat harachamim pour que midat adin ça puisse marcher? Eh bien, il nous a donné le temps de pouvoir finalement tenir face à la rigueur et à la justice. La notion de temps, c'est midat harachamim. La notion de temps, c'est lorsque Dieu il nous dit, ok, Archa, il va falloir voir si tu vaux le coup. Je t'ai créé. Maintenant, prouve-moi que ça vaut le coup. Par quoi? Eh bien, par tout ce que tu vas laisser dans l'histoire. C'est pour ça que la notion de temps, c'est une notion humaine par excellence. C'est la façon dont nous, on va gérer la chose. Et donc, c'est pas du tout étonnant de voir qu'au XXe siècle, il y a un monsieur comme Albert Einstein qui vient et qui dit que le temps, c'est relatif. Bémet, lama. Je parle pas maintenant au niveau scientifique. Ça dépend ce que t'en fais. Bien fait. Ça dépend ce que t'en fais. Il y a des gens qui ont vécu peut-être des centaines de 100 ans à côté d'Alexandre le Grand et personne n'en a jamais entendu parler. Peut-être qu'ils n'ont rien laissé de leurs 100 ans. Il y a des gens qui ont vécu 30 ans et qui ont laissé un impact quadrimillénaire. Chez Ella, c'est comment que toi tu vas décider d'utiliser ton temps. Comment toi tu vas réussir à rentrer dans ton histoire. La reine, ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, c'est d'étudier Béhémet, notre histoire. D'où on vient. Comment ça s'est passé. Alors évidemment, il y a certaines périodes de l'histoire qu'on va faire rapidement. Par exemple, les 10 générations entre Adam et Noach. Je vous promets qu'on ne va pas s'arrêter une demi-heure sur chacun des 10 qui ont fait la génération. Mais il y a des moments où on va s'arrêter plus en profondeur pour voir qu'est-ce que cette personne a laissé dans l'histoire. Mais notre shiur histoire juive, il va se décomposer à chaque fois en 4 temps. À chaque fois qu'on va aborder une période, il y aura un personnage qui sera central à notre histoire, on va avoir un repère. De la même façon, il y aura une date qui sera une date repère. Il y aura un événement qui sera repère. Et il y aura également, et ça c'est très important, pour qu'on sache un petit peu qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, il y aura également un repère de qui est le boss à ce moment-là dans le monde. D'accord? Comme ça on essaiera d'avancer petit à petit et de voir où en est le monde et où est le Am Israël dans ce monde de fou. Ça va? Ça va? Merci.